Avec la dégradation de la note de la France par l'agence Fitch, sommes-nous au bord d'une crise financière majeure, au bord d'une panique? Je réponds à cette question aujourd'hui. Je renoue donc avec la tradition du Courrier des Stratèges de vous faire une vidéo économie, épargne, patrimoine le dimanche, où je vais d'ailleurs refaire un point général, ne le manquez pas, c'est dans l'article qui accompagne cette vidéo dans le Courrier des Stratèges, www.lecourrierdesstratèges.fr. Je vous fais un point sur votre stratégie d'épargne dans les mois à venir, l'immobilier, les valeurs refuges, la bourse, que faut-il faire? Surtout si vous avez un patrimoine qui se situe entre 250 000 euros et 1 250 000 euros. Alors je sais que c'est des chiffres qui vont faire bondir, mais un patrimoine de 250 000 euros, c'est une maison qui vous appartient ou un appartement qui fait peut-être 150 000, 200 000 euros. C'est une voiture qui fait partie de votre patrimoine, j'allais dire, immédiat. Et puis c'est un petit contrat d'assurance vie à 30, 40, 50 000 euros. Un livret d'épargne, notamment un livret A, eh bien, vous êtes à 250 000 euros de patrimoine. Et puis si vous avez plus, bien, vous pouvez évidemment rester sur le Courrier des Stratèges. On va continuer à vous parler. Je pars du principe qu'au-delà d'1 250 000 euros, vous avez un gestionnaire de fortune qui fait que vous n'avez plus besoin de nous. Si vous voulez des conseils sur votre stratégie patrimoniale, lisez la partie accessible aux abonnés sur le Courrier des Stratèges qui vous refait le point à l'approche de cet automne-hiver 2025 sur que faire, comment arbitrer, où placer son argent. Vous allez voir, c'est détonnant. Mais d'ici là, je vous parle de la dégradation de la note de la France par l'agence Fitch, qui est un sujet extrêmement important, vous le savez, puisque tout le monde en a fait des gorges chaudes et en même temps tout le monde s'en est moqué, puisque au fond, cela fait maintenant des mois et des mois qu'on sait que la note de la France va petit à petit s'enfoncer parce que eh bien, la France n'est pas un pays sérieux. C'est un pays de grande gueule qui vous annonce des plans à 44 milliards. Et puis, une fois au pied du mur, il y a Pierre qui dit « ah oui, mais non », Paul qui dit « non, mais oui », et on se retrouve avec un plan à 20, 22 milliards. Dans le meilleur des cas, on n'en est même pas sûr. Peut-être pas de budget du tout. Et donc, les marchés financiers savent que lorsque un Français fait une promesse, il ne la tiendra pas. Et donc, le fait que le budget Bayrou ait du plomb dans l'aile, ça ne surprend personne. Et au fond, ça neutralise les effets des décisions d'abaissement de la note de la France par l'agence Fitch. On va le redire, tout ça n'est pas inévitable. Vous avez sans doute vu que la note de l'Espagne, au contraire, a progressé parce que finalement, les Espagnols sont des gens sérieux. Et je vais faire polémique en disant, depuis qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne, au fond, ils s'y sont mis parce qu'ils ont joué le jeu d'une certaine sincérité. Ça ne signifie pas du tout que je remette en cause mes positions habituelles sur l'Union européenne. Je reste persuadé que l'appartenance de la France à l'Union européenne est un point faible, que ça nous encourage à de l'indiscipline et à des stratégies de passagers clandestins. Allez voir les vidéos d'Asselineau qui vous expliquent que l'euro c'est horrible, sauf que tout le monde en France est content de profiter de l'euro pour emprunter à bas prix, pour payer des tributs de fonctionnaires comme Asselineau, rappelons-le, il était comme inspecteur général des finances, il a été numéro 2 de Charles Pasqua au Conseil général des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua qui a probablement été l'un des plus grands mafieux de ce pays. Et donc tous ces gens critiquent l'euro tout en étant tout à fait heureux d'en profiter, de ses bienfaits. Je le redis, moi je suis pour la sortie de l'euro, mais pour une sortie véritable, c'est-à-dire que les Français reviennent à la vérité des prix et qu'on arrête les déficits budgétaires, qu'on supprime 2 ou 3 millions de postes de fonctionnaires et qu'on ne dépense pas plus que ce que nous avons et qu'on lâche enfin la grappe aux entrepreneurs. Voilà. N'hésitez pas à farfouiller d'ailleurs l'histoire des congés payés de l'arrêt de la Cour de cassation qui autorise des salariés en congés payés, en arrêt maladie, à se faire payer des primes de productivité, etc., des congés payés, etc. Vous allez voir comment l'Union européenne aujourd'hui, puisque tout ça c'est l'Union européenne qui nous l'impose, l'Union européenne aujourd'hui fabrique de l'anti-entreprise et de l'anti-business. C'est un autre sujet. Je vais aujourd'hui vous parler donc de la dégradation de la note de la France pour vous dire qu'il y a deux scénarios qui se préparent.
il y a le scénario qui, en l'état, toutes choses égales par ailleurs, comme adorent dire les économistes, toutes choses égales par ailleurs, le scénario qui se prépare est celui d'une pente douce du déclin français, c'est-à-dire que de mois en mois, de semestre en semestre, d'année en année, nous décrochons de plus en plus par rapport aux plus riches. Et nous, comme nous gavons de « Ah, mais les retraites, c'est très important, les arrêts maladie, il faut protéger les gens, vous comprenez l'égalité, la redistribution, etc. » On soustrait de plus en plus d'argent issu de la production pour le mettre dans des boulets, des forces inertes, des gens qui ne produisent plus et qui disent « Mais moi, j'ai droit, et surtout, ne me demandez pas d'efforts. » Et donc, quand on fait ça, eh bien, on est sur un scénario de pente douce, de déclin doux, quoi. C'est-à-dire que les pays les plus dynamiques, les plus darwiniens, j'allais dire, s'enrichissent de plus en plus, et puis nous, on s'appauvrit de plus en plus. Alors, ça ne se voit pas tout de suite, ça n'est pas criant, et puis en plus on fait venir des touristes, on se transforme en musée à ciel ouvert, on se transforme en Club Med à ciel ouvert, donc on voit des gens venir avec des grosses voitures, qui sont capables de payer des notes au restaurant colossales, qui ont des villas absolument incroyables. Nous, on peut plus les payer, mais c'est le cas à Paris, par exemple, où les grands appartements aujourd'hui sont trustés par des étrangers, un peu des Américains, mais des Qataris, des Saoudiens, des Émiratis, de ce que vous voulez, voilà, qui ont plein des Russes, qui ont plein de pognon. On ne sait pas d'où il vient, et ces gens-là trustent les beaux appartements, les belles rues, les beaux quartiers, et on a l'illusion de continuer à être riche, mais en réalité il y a de moins en moins de Français qui sont riches, et de plus en plus de riches étrangers qui viennent vivre en France et qui nous grand remplacent, si vous voulez. Le grand remplacement, c'est pas seulement Mohamed qui vient pour ouvrir une boulangerie ou une boucherie en France, c'est aussi Mohamed qui vient acheter un 250 mètres carrés sur les Champs-Élysées avec sa Ferrari, sa Porsche, sa Maserati, où on se dit on est encore très riche. Non, on est devenu un lieu de villégiature pour les étrangers, mais les Français, à force d'être avachis, de vivre dans l'illusion que l'État les protège, eh bien, ils payent de plus en plus d'impôts pour faire vivre des gens qui ne produisent plus rien et qui vous expliquent que c'est pas assez bien, vous êtes méchants avec nous. C'est comme ça qu'on devient pauvre, qu'on se carmondise. J'ai fait un article sur la carmondisation de la France. Et donc, c'est le scénario le plus probable. L'abaissement de la dette de la France ne va pas produire une panique financière, sauf scénario 2 que je vous explique dans 30 secondes. Mais il va continuer l'érosion française. Et donc, vos enfants vivront moins bien que vous. Et vos petits-enfants vivront moins bien que vos enfants qui ont moins bien vécu que vous. Mais tout ça va se faire. C'est le scénario à l'espagnol, si vous voulez, qui a connu un âge d'or au XVIIe siècle et qui petit à petit s'est appauvri jusqu'à Franco. Alors, l'Espagne est en train de remonter la pente, mais c'est le scénario de pente douce qui a duré 300 ans en Espagne. Et nous sommes bien partis pour faire la même chose, en nous disant c'est bien triste, bon monsieur, mais on va quand même pas se sacrifier pour l'avenir. On va sacrifier l'avenir, mais on ne va pas se sacrifier pour l'avenir. Ça, c'est le scénario le plus probable. Mais il y a une hypothèque qui pèse, je vous l'explique dans l'article qui va avec cette vidéo dans le Courrier des stratèges, c'est l'hypothèse d'une contamination internationale ou d'un grand événement international. J'ai déjà évoqué ce sujet au printemps, et je le redis, en l'état, la France en elle-même, elle est sur cette pente douce qui ne justifie pas une panique internationale. En revanche, il n'est pas exclu qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un éclatement de la bulle intelligence artificielle. Alors je le redis, je pense que l'intelligence artificielle va changer le monde. Et là encore, ah oui, mais non, mais on connaît par cœur. J'ai même dit qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle, elle posait, j'ai dit dans une vidéo, j'ai dit que l'intelligence artificielle posait la question de l'utilité des enseignants en France tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Je vois vous insulter les enseignants. Dès qu'on dit qu'un enseignant n'est pas génial en France, on explique et on nous dit vous les insultez. Moi, oui, c'est dans ce prix-là. Oui. Moi, je pense qu'il faut un gros plan de licenciement d'enseignants en éducation nationale pour sauver notre pays, pour sauver notre jeunesse. Mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on est mutatis mutandis de quelque chose qui va aller lentement, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un éclatement, par exemple, de la bulle Internet
de la bulle intelligence artificielle aux États-Unis. Même si l'intelligence artificielle est une grande révolution, aujourd'hui, il y a des survalorisations boursières aux États-Unis qui peuvent prendre des proportions angoissantes, cataclysmiques du fait de la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Et donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a un risque de crise systémique douloureuse et la France sera un élément d'affaiblissement parmi d'autres dans ce système qui pourrait très bien chanceler. Il pourrait y avoir des paniques internationales pour d'autres raisons, un conflit mondial, un éclatement de l'inutilité, de l'absurdité de la politique économique de Trump, qui explique qu'il n'y a que les Américains qui sont bien, qui fait une véritable chasse aux étrangers. Or, les Américains ont le même problème que nous, c'est que les Français, ils n'ont pas envie de travailler. Les Français de souche, ils n'ont plus envie de travailler. Ou alors un truc alimentaire qui ne leur prend pas trop la tête. Les Américains ont le même problème. Et aujourd'hui, il n'y a que les étrangers qui ont envie de travailler. Je sais que plein de Français disent on recrute des étrangers en France parce qu'ils coûtent moins cher. Non, c'est pas parce qu'ils coûtent moins cher, c'est parce qu'ils sont mieux formés et plus motivés que les Français. Et croire qu'on paye moins un étranger parce qu'il est étranger, peut-être que dans certains secteurs ça existe, mais la réalité c'est que dans des tas d'entreprises aux États-Unis comme en France, on préfère recruter un étranger plutôt qu'un Français parce qu'un étranger travaille et que les Français sont devenus des enrichis. Et mes congés, et ma retraite, et mes avantages sociaux, et ma durée hebdomadaire. Écoute, si tu es là pour déjà calculer tout ce que tu ne vas pas faire, tu dégages. Il y a des étrangers qui attendent ta place, qui sont mieux formés que toi, qui font pas de faute d'orthographe, et qui en plus ont envie de bosser. Voilà. Je sais que vous détestez que je vous dise ça, mais je suis employeur, et je peux vous dire que non seulement je le vois, mais je vois plein d'employeurs qui disent la même chose. C'est quand on doit recruter, mon Dieu, un Français arrive, comment on va faire pour lui dire non? Parce que le mec, il va nous prendre la tête avec ses droits sociaux, son syndicat, ses machins, ses acquis, et ma grand-mère qui, et mon chien, et mon chat qui m'attend à la maison, et ma femme qui veut pas que je bosse au-delà de 19h. J'ai dit, écoute, là, il y a un arabe qui attend ta... ou un africain, ou un indien, ou un chinois, ou on s'en fout de quoi, mais lui, il a envie de bosser, et on va le prendre lui, parce que toi, tu nous emmerdes. Vous aimez pas que je vous dise ça, et pourtant, c'est la vérité de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, vous êtes parisien, vous connaissez pas le terrain. » Ben moi, je vous parle du terrain d'un employeur qui recrute. Vous, quand vous me dites « c'est scandaleux ce que vous dites », généralement, vous êtes des salariés protégés dans une bulle. Ben moi, je vous dis ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les Français, ils ont pas envie de bosser et ils nous font chier. Voilà. Et arrêtez de m'expliquer que j'y connais rien. Moi, je suis employeur et à mon avis, vous l'êtes pas. Et donc, il n'est pas impossible que dans cet univers très instable, il y ait des phénomènes internationaux qui jouent, où la France aura été un des facteurs d'affaiblissement, mais pas tout. Mais si ces facteurs internationaux ne sont pas réunis, il n'y a pas de raison que Fitch crée une crise financière. En revanche, Fitch va étrangler l'État. Fitch, Standard & Poor's et autres vont petit à petit surenchérir le coût de la dette en France, le coût du déficit public, et petit à petit, nous allons être asphyxiés, c'est-à-dire que pour l'instant, on emprunte pour payer nos fonctionnaires pléthoriques, qui sont pas contents parce qu'ils trouvent qu'ils sont mal payés, et bientôt, on va emprunter pour rembourser la dette. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. La question, c'est que c'est parti pour durer, c'est-à-dire, vous voyez bien qu'en France, quand on dit on va revenir à l'équilibre budgétaire, en Allemagne, on peut le faire en 6 mois, en France, c'est pas possible parce que il y a un tel corporatisme. Alors je sais, il y a Valérie Bugeaud, par exemple, qui préconise le corporatisme. Vous le voyez, il y a des milliers de corps intermédiaires en France qui vous expliquent que quand on touche à une baguette du Mikado, c'est scandaleux et tout le reste va s'effondrer. Et donc, c'est le défaut du corporatisme, c'est que ça fabrique une usine à gaz de type socialiste où les forces vives sont étouffées. Où c'est toujours celui qui gueule le plus en réunion, celui qui chouine le plus qui a raison et qui bloque les autres. Le corporatisme, version Valérie Bugeaud, c'est le triomphe de la médiocrité. C'est « Ah mais moi j'ai pas envie de faire d'efforts, donc il faut être gentil avec moi, et donc je vais pénaliser le groupe parce que je suis un gros égoïste qui, au nom de la solidarité, explique qu'il faut surtout pas toucher à mes acquis sociaux, qu'on peut toucher à rien. » Voilà. Et donc aujourd'hui on vit dans ce système. Je sais que plein de gens me parlent de Révolu droit. En réalité, Révolu droit existe en France aujourd'hui. C'est ce qui nous ruine, c'est ce qui ruine l'épargnant, c'est ce qui ruine le français. C'est
une espèce de montagne de gens qui sont réunis dans des symposiums, des colloques, des réunions, des comités théodules, des comités ad hoc qui représentent la profession bidule, la profession machin, et qui vous expliquent qu'on peut surtout toucher à rien, monsieur. Voilà. Résultat, on se ruine, on s'épuise et on s'endette, et c'est nos enfants qui payeront à notre place. Et ça, ce scénario-là, il est très plausible, c'est parti pour durer, et aujourd'hui, le fait qu'on ne fasse pas de purge politique ou institutionnelle, qu'on ne dise pas, bon allez, la blague Bugot, là, c'est fini, hein. Maintenant, les gens qui bossent seront récompensés, les gens qui n'ont pas envie de bosser, ben, ils assument. Comme on n'est pas capable de dire ça aujourd'hui, eh bien, on va petit à petit vivre dans un déclin, hein, avec des grandes gueules qui vont dire c'est scandaleux, il n'y a plus de démocratie, foulerie, blablabla, bla, on ne vous écoute pas, etc. Ben, le problème, c'est qu'on vous écoute trop et qu'on ne vous met pas un coup de pied au cul pour faire une discrimination positive en faveur de ceux qui bossent et qui font avancer le pays, et une discrimination négative en faveur de ceux qui le retardent, qui l'entravent et qui vivent sur son dos. Et donc, comme c'est parti pour durer, eh bien, dans l'article du Courrier des stratèges qui accompagne cette vidéo délibérément provocatrice, je vous fais quelques propositions pour sauver votre patrimoine, parce que ce qui va se passer, on l'a compris, c'est qu'on va faire toutes les conneries ambiantes, on va faire le contrôle de l'émission monétaire par l'État, on va augmenter les impôts, on va faire de l'inflation, on va faire de la dévaluation, et si vous aviez parié, si vous avez amassé 200 000, 300 000 euros pour votre retraite parce que vous étiez boulanger, boucher, etc., eh bien, le groupe des corporatistes va se charger de vous ruiner au nom de l'égalité et de la solidarité. Si vous voulez éviter ça, lisez cet article sur le Courrier, et puis ne manquez pas, parce que tout ça c'est de la réaction à l'actualité, il faut comprendre ce qui se passe. Je vous rappelle que je lance la Liberty Academy sur mon Substack, c'est http:// vous mettez pas www, ericverag.substack.com, donc vous voyez, vous mettez pas www.ericverag.substack.com, ou bien vous faites Verag Briefing, et vous allez le trouver sur Substack. J'y lance la Liberty Academy qui va vous permettre de comprendre en un an, c'est une série de formations. Alors on commence à 99 € jusqu'au 30 septembre, on passera à 299 € le 1er octobre. Profitez-en, c'est une offre promotionnelle. Ça vous permettra de comprendre pourquoi nous sommes en déclin et comment éviter ce déclin. Voilà. Battons-nous, nous en sortirons que grâce à notre mobilisation intellectuelle et notre capacité à nous retrouver entre gens qui se disent mais ceux qui bossent, ils doivent avoir un bénéfice à bosser. Voilà. À bientôt, mes amis.